Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Le 3 octobre 1990, après 45 années de division et d'occupation, l'Allemagne redevenait un État uni et souverain. Alors que l'on célèbre cette année le 30e anniversaire de la réunification de ce qui est aujourd'hui la première puissance économique et commerciale d'Europe, je vous propose, à travers 3 vidéos, de retracer les événements qui ont permis la fin de la division non seulement d'un pays, mais également de tout un continent. Car vous allez voir à quel point les destins de l'Allemagne et du reste de l'Europe étaient totalement liés dans cette période de face-à-face et de tension permanente qu'était la guerre froide. Mais en attendant, revenons 75 ans en arrière pour nous retrouver en 1945. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule sans condition face aux puissances alliées. La Seconde Guerre mondiale s'achève enfin en Europe. À la suite de la conférence de Potsdam, qui se déroule du 17 juillet au 2 août de la même année, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. Les puissances d'occupation sont les 4 grands vainqueurs du conflit qui vient de s'achever. L'Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Située au cœur de la zone soviétique, l'ancienne capitale du Reich, Berlin, est également divisée en 4 zones d'occupation. Les zones américaines, britanniques et françaises forment Berlin-Ouest et la zone soviétique devient Berlin-Est. À noter qu'en parallèle, l'Autriche et sa capitale, Vienne, sont également occupées par les 4 puissances alliées. Rapidement, les relations se tendent entre l'URSS et les Occidentaux. En effet, le dictateur soviétique Joseph Staline a favorisé la mise en place de régimes communistes appelés ironiquement démocratie populaire dans les pays d'Europe centrale et orientale. À l'exception de la Yougoslavie et de l'Albanie, tous les pays qui sont devenus communistes sont occupés par l'armée soviétique, l'armée rouge. De plus, les partis communistes dans plusieurs pays d'Europe occidentale, en particulier en France et en Italie, enregistrent des scores spectaculaires lors des élections législatives. Face à cette progression du communisme, les États-Unis décident de réagir. En 1947, le président américain Harry Truman annonce devant le Congrès la mise en place d'une doctrine d'endiguement du communisme et le soutien à tous les pays qui combattent l'expansionnisme soviétique. C'est la doctrine Truman. L'année suivante, en 1948, les Américains mettent en place un plan d'aide à la reconstruction de l'Europe occidentale. C'est le plan Marshall, du nom du secrétaire d'État américain George Marshall. Au total, ce sont plus de 12 milliards de dollars de l'époque, ce qui serait à peu près 129 milliards de dollars de 2020, qui sont distribués à l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest, Espagne exceptée, c'est-à-dire tous les pays situés en dehors de la sphère d'influence soviétique. Évidemment, ces derniers ne sont pas restés inactifs. Quelques mois seulement après le discours de Truman sur l'endiguement du communisme, le secrétaire du comité central du Parti communiste soviétique, Andreï Zhdanov, proclame la division du monde en 2 camps antagonistes. D'un côté, le camp capitaliste, dit impérialiste, mené par les États-Unis, de l'autre, le camp communiste, dit démocratique et pacifique, conduit par l'Union soviétique. Nulle part cette division du monde n'est aussi visible qu'en Europe. La coupure entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est est symbolisée par ce qu'on appelle le rideau de fer qui coupe le vieux continent sur quelques 7000 km du nord au sud sous la forme de murs, de barbelés, de champs de mines et autres tours de guet. Bien que l'expression rideau de fer remonterait au moins au début du 19e siècle, c'est Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, qui popularisa ce terme lors d'un discours prononcé à Fulton, dans l'État américain du Missouri, en 1946, dans lequel il mettait déjà en garde contre la menace soviétique. Pour les alliés occidentaux, il devient de plus en plus difficile de co-gérer l'Allemagne avec les soviétiques. Malgré les souvenirs tout proches de la guerre et du nazisme, il apparaît rapidement que la reconstitution d'un État allemand stable et prospère pouvant faire barrage au communisme est nécessaire. Dès 1947, les zones d'occupation américaines et britanniques fusionnent. Elles sont rejointes l'année suivante par la zone française pour former la trizone dans laquelle les Occidentaux mettent en place en 1948 une nouvelle monnaie, le Deutschmark.
En réaction, les soviétiques instaurent une autre monnaie dans leur propre zone d'occupation, le mark est-allemand. L'escalade se poursuit lorsque les Occidentaux introduisent leur monnaie dans leur secteur d'occupation à Berlin-Ouest. C'en est trop pour Staline, qui, le 24 juin 1948, décide d'imposer un blocus de Berlin-Ouest. Les axes de communication routiers, ferroviaires et fluviaux avec l'ouest de l'Allemagne sont coupés, tout comme l'accès à l'électricité. Avec ce véritable coup de force, Staline cherche à chasser les Occidentaux de leur zone d'occupation de Berlin et de devenir ainsi le maître de l'ensemble de la ville. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la réaction vigoureuse des Américains et de leurs alliés. Les Occidentaux mettent en place un pont aérien qui permet de ravitailler les Berlinois de l'Ouest en vivres et en matières premières. Une des conséquences majeures du blocus et du pont aérien est que les Allemands ne sont plus vus comme des ennemis, mais comme des victimes du totalitarisme soviétique. Les Berlinois de l'Ouest, eux, ne voient plus les Occidentaux comme des occupants, mais comme des libérateurs. Finalement, le 12 mai 1949, reconnaissant sa défaite face à l'Occident, Staline met fin au blocus de Berlin-Ouest, qui a de nouveau accès aux voies de communication avec les zones d'occupation occidentales de l'Allemagne. Toutefois, le pont aérien se poursuit jusqu'au 30 septembre de la même année, car les Anglo-Américains redoutent que les Soviétiques puissent réinstaller le blocus à tout moment. Au total, le pont aérien, qui aura duré 15 mois, aura permis de ravitailler Berlin-Ouest avec plus de 2,3 millions de tonnes de vivres et de matières premières, dont près des 2/3 étaient du charbon. Plus de 280 000 vols auront été menés depuis les zones occidentales vers Berlin-Ouest. Bien que l'on déplore une centaine de morts côté occidental, ni l'hiver, avec l'enneigement des pistes d'atterrissage, ni le harcèlement des pilotes par les soviétiques, ni la tentative de renversement du conseil municipal berlinois par les communistes n'ont entamé la détermination anglo-américaine face à Staline. Si cette résolution pacifique de ce qui est la première grande crise de la guerre froide fait pousser un grand ouf de soulagement au monde entier, elle consacre de manière claire et durable la division entre l'Ouest capitaliste et l'Est communiste. Le 23 mai 1949, la République fédérale d'Allemagne, la RFA, nommée aussi Allemagne de l'Ouest, est officiellement fondée sur le territoire des 3 zones d'occupation occidentales. Sa capitale est Bonn, située au bord du Rhin, non loin du bassin industriel de la Ruhr. Quelques mois plus tard, le 7 octobre, la zone soviétique devient la République démocratique allemande, la RDA, également appelée Allemagne de l'Est, et Berlin-Est est de facto la capitale du nouvel État. Face à face, séparée par le rideau de fer, la RFA, démocratique, capitaliste et pro-américaine, et la RDA, État communiste à parti unique et satellite de l'URSS. Dès les années 50, les deux Allemagnes prennent un chemin différent et ne cessent de diverger, notamment sur le plan économique. L'Allemagne de l'Ouest, sous la direction du chancelier Konrad Adenauer, connaît de sa création en 1949 jusqu'au début des années 60 une croissance économique spectaculaire qui lui permet de se redresser des ruines de la guerre. Cette période appelée Wirtschaftswunder, qui signifie littéralement miracle économique, se déroule dans un contexte d'intégration de la RFA dans le bloc occidental. Sur le plan financier, avec la distribution de plus de 1,4 milliard de dollars par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall. Sur le plan politique aussi, la RFA est un acteur de premier plan dans les débuts de la construction européenne. Le pays fait partie des 6 États fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, en 1951, puis de la Communauté économique européenne, la CEE, en 1957. Enfin, sur le plan stratégique, l'Allemagne de l'Ouest adhère en 1955 à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Créée en 1949, cette alliance qui regroupe les États-Unis, le Canada et plusieurs pays d'Europe de l'Ouest est chargée de protéger cette dernière d'une attaque soviétique. En accueillant la RFA dans l'Alliance Atlantique, les Américains reconnaissent la nécessité d'avoir un État ouest-allemand prospère ayant une armée capable de repousser toute attaque venant de l'Est, et ce, malgré les réticences de certains pays voisins comme la France. De l'autre côté du rideau de fer, la RDA, la République démocratique allemande, n'a de démocratique que le nom. Il s'agit en réalité d'une dictature à parti unique. Ce parti étant le SED, le Parti socialiste unifié, issu de la fusion des partis sociodémocrates et communistes dans la zone d'occupation soviétique. Le parti encadre toute la société est-allemande.
Sur le plan économique, l'Allemagne de l'Est est soumise, comme l'ensemble du bloc soviétique, à une politique de planification, avec une préférence accordée au développement de l'industrie lourde, mines, métallurgie, sidérurgie, et ce au détriment des biens de consommation. L'économie est-allemande est par ailleurs fortement handicapée par le fait que plusieurs usines se trouvant sur son sol sont démantelées et transférées en URSS dans le cadre des réparations de la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan intérieur, la sécurité est assurée dès 1950 par le ministère de la Sécurité d'État, plus connu sous le nom de Stasi. Cette dernière se révélera être l'une des agences de renseignement les plus efficaces et répressives qui soient. À son apogée, dans les années 80, la Stasi avait infiltré la quasi-totalité de la société est-allemande au point que la RDA était devenue l'un des pays les plus surveillés de l'histoire. Par ailleurs, la jeunesse est encadrée et endoctrinée par les jeunesses allemandes libres créées dès 1946. En juin 1953, 3 mois après la mort de Staline, d'immenses manifestations pour la liberté et la démocratie ont lieu à travers la RDA. Elles sont brutalement réprimées par les chars de l'armée rouge intervenus à la demande des autorités est-allemandes. En 1955, en réaction à l'adhésion de la RFA à l'OTAN, l'URSS crée le Pacte de Varsovie, une alliance militaire qui réunit tous les pays du bloc de l'Est, sauf la Yougoslavie. Dans chacune de ces alliances militaires, les deux États allemands sont des pièces maîtresses des stratégies militaires respectives de ces deux alliances opposées. En résumé, stagnation économique face au dynamisme de la RFA, absence totale de liberté et de véritable démocratie, quadrillage policier de l'ensemble de la société. Il n'est guère surprenant que de nombreux Allemands de l'Est aient voulu fuir ce qui était tout sauf le paradis communiste présenté par la propagande d'État. On estime que de 1949 à 1961, ce sont près de 3,5 millions d'habitants de la RDA, soit 20% de la population du pays, qui sont passés à l'ouest en RFA. Si la frontière dite interallemande devient rapidement infranchissable à cause du rideau de fer, il ne faut pratiquement aucun contrôle pour passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, qui devient ainsi le lieu où se rendent tous ceux qui veulent fuir l'oppression de l'Est pour goûter à la liberté de l'Ouest. Par ailleurs, étant elle-même divisée, la ville de Berlin offre un contraste saisissant avec d'un côté une partie occidentale prospère, avec de nombreux magasins, une vie culturelle et nocturne particulièrement dynamique, bref une vitrine du capitalisme en pleine terre communiste, et de l'autre la moitié orientale, avec de nombreux bâtiments délabrés, peu ou pas de commerce, la quasi-absence de biens de consommation que l'on trouve en abondance à quelques pas de là, des rues faiblement éclairées. On l'a compris, la tentation est grande pour de nombreux Allemands de l'Est de laisser leur patrie derrière eux. Entre 1950 et 1960, la population de l'Allemagne de l'Est passe de 18,4 à un peu moins de 17,2 millions d'habitants. Au même moment, celle de la RFA monte de 51 à 56 millions de personnes. De plus, la plupart de ceux qui quittent la RDA sont des intellectuels, des travailleurs qualifiés, ingénieurs, techniciens, enseignants, médecins, avocats, physiciens et dans la force de l'âge, souvent entre 20 et 30 ans. Ils sont évidemment attirés par le niveau de vie bien supérieur de la RFA, sans même parler des libertés fondamentales. On estime qu'en 1960, la part de la population en âge de travailler ne représente plus que 61% de la population totale de la RDA contre plus de 70% avant la Seconde Guerre mondiale. Pour les dirigeants est-allemands, il était absolument urgent de réagir car ce n'était rien de moins que la survie de la RDA qui était en jeu. Le 15 juin 1961, le premier secrétaire du SED et de facto numéro 1 de la RDA, Walter Ulbricht, a beau affirmer que personne n'a l'intention d'ériger un mur, c'est bien cette solution qui a été décidée par les dirigeants est-allemands pour stopper l'hémorragie démographique. De fait, cela fait plusieurs années qu'Ulbricht réclame la construction d'un mur au cœur de Berlin auprès du numéro 1 soviétique Nikita Khrouchtchev qui a succédé à Staline. Dès le 27 novembre 1958, Khrouchtchev avait adressé un ultimatum aux Occidentaux, les intimant de se retirer de Berlin-Ouest dans les plus brefs délais, en échange de quoi il promet vaguement un traité entre les puissances alliées et les deux Allemagnes. Cet ultimatum est un échec, car le président américain Dwight D. Eisenhower, qui a succédé à Harry Truman, démontre sa volonté de ne pas céder au chantage soviétique lors de ses rencontres avec Khrouchtchev. Le 4 juin
1961, un sommet de la plus haute importance se déroule à Vienne entre Khrouchtchev et le nouveau président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Le contraste est saisissant entre la jeunesse, la timidité et l'inexpérience de Kennedy et l'assurance, la brutalité, pour ne pas dire la grossièreté de Khrouchtchev. Surtout, Kennedy commet l'erreur d'affirmer que les États-Unis ne s'opposeraient pas à la construction d'une barrière au cœur de Berlin et qu'il reconnaissait de fait la domination soviétique sur Berlin-Est. Peu de temps après, Kennedy déclarera regretter amèrement ces déclarations et affirma que sa rencontre avec Khrouchtchev fut la pire journée de sa vie. Hélas, il était trop tard pour revenir en arrière. Le 12 août 1961, les dirigeants de la RDA se réunissent dans une maison d'hôtes située à la périphérie de Berlin-Est. C'est là que Walter Ulbricht ordonne de fermer la frontière avec Berlin-Ouest et de débuter la construction du mur. Ainsi débute l'opération Muraille de Chine. Le dimanche 13 août à minuit, la frontière entre les deux Berlins est quadrillée par la police et l'armée est-allemande. Et à l'aube, tous les accès menant à Berlin-Ouest sont fermés. Les rues traversant la frontière entre les deux Berlins sont rendues impraticables pour la circulation. Au départ, ce sont des fils de fer barbelés qui sont installés. C'est pour cela que le 13 août 1961 est connu en Allemagne comme étant le Stacheldrahtentag, le dimanche des fils de fer barbelés. Mais dès le 17 août, c'est un véritable mur qui commence à être édifié. Lors de sa construction, des membres des groupes de combat de la classe ouvrière, une milice armée et ceux de l'armée est-allemande reçurent l'ordre de tirer sur tous ceux qui tenteraient de fuir vers l'ouest. En attendant, le véritable drame se jouait sur le plan personnel. En effet, du jour au lendemain, des membres d'une même famille se retrouvèrent séparés par le mur, certains vivant à l'ouest, d'autres à l'est. Des personnes habitant d'un côté de la ville et travaillant de l'autre côté furent elles aussi piégées. Mais la construction du mur de Berlin ne s'est jamais vraiment arrêtée, car les autorités est-allemandes n'ont cessé de renforcer la surveillance et les dispositifs visant à dissuader tous ceux qui auraient l'idée de fuir la RDA. Dès juin 1962, une seconde barrière est construite à une centaine de mètres à l'intérieur de la RDA par rapport au mur. La zone située entre le mur et la barrière fut rapidement surnommée la bande de la mort, à l'intérieur de laquelle a été versé du sable. Ce qui fait que les gardes situés dans les tours d'observation pouvaient facilement entendre et ainsi repérer ceux qui tentaient de s'échapper. Par ailleurs, la partie supérieure du mur en béton a été arrondie, ce qui rend son franchissement plus difficile. Au fil des années, des fossés anti-véhicules sont creusés, des éclairages permettant de renforcer la surveillance de nuit sont installés, des pièges sont cachés et des barrières sont électrifiées. Le mur, qui encercle totalement Berlin-Ouest, fait en tout 155 km de long, dont 43 km qui séparent Berlin-Ouest de Berlin-Est et 112 km qui coupent Berlin-Ouest du reste de la RDA. Le mur de béton en lui-même faisait en moyenne 3,60 m de haut, 1,20 m de large et 2,10 m de profondeur afin de rendre plus difficile la construction de tunnels pour s'échapper vers l'ouest. Pour renforcer le dispositif de sécurité, 302 tours de guet, 259 unités de chiens de garde, 93 miradors et 20 bunkers ont été installés. En dépit de cette surveillance accrue, au cours des quelques 28 ans d'existence du mur, quelques 5000 personnes réussissent à se réfugier à Berlin-Ouest, et ce, au péril de leur vie. Parmi eux, il y a même des gardes-frontières, dont le plus célèbre est Konrad Schumann qui, dès le 15 août 1961, passe à l'ouest en sautant par-dessus un barbelé installé par les soldats de sa propre armée. Malheureusement, tous n'auront pas autant de chance. 239 d'entre eux seront tués par les gardes-frontières de la Volkspolizei, surnommés les Fopos. Mais une chose est certaine, si quelques milliers de personnes ont assez de courage pour franchir le mur et ses obstacles, on est bien loin de l'époque où des millions d'Allemands de l'Est passaient à l'Ouest. Paradoxalement, la construction du mur de Berlin arrangea les affaires des Occidentaux, car elle signifia que les Soviétiques n'avaient plus l'ambition de s'emparer de Berlin-Ouest. Le 26 juin 1963, dans un discours passé à la postérité, le président Kennedy affirme son soutien aux Berlinois de l'Ouest avec cette phrase devenue historique, presque mythique, « Ich bin ein Berliner », « Je suis un Berlinois », que Kennedy prononça 2 fois. Il affirma aussi que les démocraties avaient beau être imparfaites, elles n'avaient pas besoin de construire un mur pour empêcher sa population de fuir. Le mur de Berlin était ainsi un symbole éclatant de la faillite du bloc soviétique et de son système politique et économique. Au fil des années, ce qu'on appelle le mur de la honte finit par s'installer dans le paysage de Berlin et devient ainsi le symbole ultime de la guerre froide. Sur le plan international,
Après avoir connu un pic de tension particulièrement dangereux pendant la crise des missiles de Cuba en 1962, le monde entame une période dite de détente à partir de la fin des années 60. Chancelier de la RFA de 1969 à 1974, le social-démocrate Willy Brandt lance une politique de rapprochement de l'Allemagne de l'Ouest avec sa sœur ennemie de l'Est et le reste du bloc soviétique. Baptisée Ostpolitik, la politique de l'Est, elle permet de normaliser les relations entre les deux Allemagnes. Plusieurs traités bilatéraux sont signés, notamment avec la RDA et l'URSS. L'Ostpolitik contribue non seulement à une détente majeure des relations Est-Ouest, mais elle permet aussi à la RFA de s'affirmer comme un acteur indépendant sur la scène mondiale. Les heures sombres du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale semblent désormais révolues. Surtout, Willy Brandt a conçu et mis en place son Ostpolitik pour tenter d'éviter que le fossé entre Allemands de l'Ouest et Allemands de l'Est, causé par le rideau de fer et le mur de Berlin, ne se creuse davantage. Il espère ainsi entretenir l'espoir d'une réunification de l'Allemagne. Mais en ce milieu des années 70, la baisse apparente des tensions entre les deux blocs n'efface pas cette réalité implacable pour les Allemands. Leur pays est toujours divisé en deux États politiquement et idéologiquement diamétralement opposés. Et Berlin, qui fut, jusqu'en 1945, la capitale d'un pays uni et fier de sa toute-puissance, est elle aussi coupée en son sein par un mur que les autorités est-allemandes appellent cyniquement le mur de protection antifasciste. D'ailleurs, la RDA n'a-t-elle pas symboliquement renoncé à unifier l'Allemagne sous la bannière du communisme en retirant les paroles de l'hymne national qui incluait ces mots « Deutschland, einig Vaterland, Allemagne, patrie unie ». On l'a compris, des années après la construction du mur de Berlin, le mur de la honte pour les Berlinois, l'idée d'une réunification de l'Allemagne paraissait lointaine, pour ne pas dire improbable. Et pourtant...